Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une bataille se déroulant durant la fin des guerres de religion. Durant la bataille d'Ivry le 14 mars 1590, Henri IV risque sa vie lors de la bataille émaillant les guerres de religion et avant laquelle il avait adressé à ses soldats ces mots devenus célèbres et légendaires. Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire. Cette bataille oppose l'armée royale commandée par Henri IV à l'armée ligueuse renforcée par des contingents espagnols commandés par le duc de Mayenne. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Ivry? Venez avec moi. Après l'assassinat d'Henri III le 1er août 1589 par le moine Jacques Clément, rien ne laisse penser qu'un an plus tard se jouerait un épisode important de l'histoire de France. Henri de Navarre, protestant et cousin du roi, héritier légitime du royaume de France. Mais la perspective de voir un huguenot monter sur le trône est insupportable pour une partie des provinces et de la noblesse catholique française. Le nouveau souverain doit apaiser les tensions. Il doit aussi reconquérir la partie du royaume acquise à la Ligue catholique, soutenue par le tout-puissant roi d'Espagne Philippe II. C'est la bataille du 14 mars 1590 qui marquera le début de la dynastie des Bourbons et conduira, sur un fond de lutte religieuse catholique contre protestants, le roi de Navarre sur le trône de France. Les origines de la bataille remontent au décès d'Henri III. À cet instant, son cousin Henri de Navarre est désigné comme son successeur, mais les extrémistes catholiques, regroupés autour du duc de Guise, rejettent le nouveau roi préférant le cardinal de Bourbon, nommé Charles X. Le 21 septembre 1589 à Arques, près de Dieppe, Henri IV repousse les forces catholiques commandées par le duc de Mayenne, Charles de Lorraine. Frère du duc Henri de Guise, assassiné un an plus tôt par ordre d'Henri III. Avec des renforts anglais, Henri IV occupe méthodiquement la Normandie jusqu'au 14 mars 1590, où, abandonnant le siège de Dreux, débuté le 23 février, tenu par les catholiques, que le duc de Mayenne venait de défendre, il affronte celui-ci sur le plateau de Saint-André, ancien nom d'Ivry. Le duc de Mayenne, connaissant les troupes royales dont il avait pu mesurer la valeur lors de la bataille d'Arques, et il n'était pas d'avis de s'exposer au hasard d'une bataille sa fortune et son honneur. Mais les reproches de ses généraux, des Parisiens, des instances de la cabale espagnole, qui promettaient de grands avantages et la honte d'avoir perdu plus de 80 places en 6 mois, lui fait prendre la résolution de combattre Henri IV. Dans la capitale, le duc de Mayenne, paré du titre inédit de lieutenant général de l'État et couronne de France, met en place un véritable contre-État ligueur, notamment s'entourant d'un conseil de gouvernement. Il s'appuie sur les conseils généraux de l'Union, 54 représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-État. Henri III essaye de négocier avec ce nouveau chef de la Ligue. En vain. Le roi faillit même être capturé par son adversaire à Tours. Le duc de Mayenne échoue cependant à empêcher le souverain et Henri de Navarre à s'approcher de Paris pour en faire le siège. Il se résout, semble-t-il, à organiser l'assassinat d'Henri III par le religieux Jacques Clément. Henri de Navarre succède à Henri III sous le nom d'Henri IV, et le duc de Mayenne est nommé lieutenant général du royaume de France par le parti ligueur, commande la garnison parisienne. La capitale est assiégée par Henri IV depuis près d'1 an. Si les communications sont possibles, toutes les villes environnantes et les provinces qui l'approvisionnent habituellement, Brie, Beauce, Valois, Champagne et Normandie, sont aux mains d'Henri IV, et la ville est menacée de famine. Le duc de Mayenne tente de délivrer les environs de Paris des garnisons d'Henri IV. Pour verrouiller l'accès à la Normandie, ce dernier part assiéger la ville d'Évreux, elle aussi aux mains de la Ligue, que le duc de Mayenne vient secourir. En apprenant l'approche des troupes de la Ligue, Henri IV décide de lever le siège et de se retirer à proximité pour se déployer dans la plaine de Saint-André. Il passe une courte nuit au château de Saint-Georges-Motel. Le duc de Mayenne arrive avant la fin du déploiement, mais trop tard pour commencer la bataille remise au lendemain. Le rapport de force est inégal. Les troupes du duc de Mayenne, composées d'hommes menés par Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours, auxquelles s'ajoutent des forces conduites par Charles Ier, duc d'Aumale, et d'autres dirigées par Philippe d'Egmont, soit un total de 13 000 fantassins et 4 000 cavaliers, avec 4 canons. Elles sont plus nombreuses que celles du roi de France, composées de 8 000 hommes à pied, de 2 000 cavaliers et 300 gentilshommes de Picardie, sous les ordres du seigneur du Miers, qui arrive au cours du combat, dont 4 gros régiments de Suisse.
L'artillerie est de 4 canons et de 2 coulevrines. Au niveau de la stratégie, afin de garder ses chances de victoire, Henri de Navarre rompt avec la tradition de formation de bataille en longue rangée de cavaliers et opte pour un regroupement de 7 escadrons épais flanqués d'infanterie. L'armée du roi est rangée presque en ligne droite, à l'exception de 2 extrémités qui sont un peu plus en avant. La cavalerie est partagée en 7 escadrons, eux-mêmes partagés en bataillons précédés d'une troupe d'enfants perdus. Le maréchal Biron est un peu en arrière, au-delà du centre du dispositif, à la tête d'un escadron de 150 cavaliers, épaulé par 2 régiments d'infanterie français. Le maréchal d'Aumont commande l'aile gauche de 300 cavaliers accompagnés de 2 autres régiments d'infanterie français. À l'extrémité de cette aile se trouve le duc de Montpensier, à la tête d'un escadron de 300 cavaliers accompagné d'un bataillon de 400 à 500 lansquenets et d'un régiment de Suisse. Devant les escadrons du duc de Montpensier et du maréchal d'Aumont se trouvent 400 chevaux légers, commandés par le comte d'Auvergne. Ces 2 escadrons ont à leur gauche l'artillerie et un peu plus loin le baron de Biron, avec 250 cavaliers en même ligne que la cavalerie légère. Le roi s'est chargé de mener l'aile droite, où il est à la tête d'un escadron de gendarmes. Le premier rang n'est formé que de princes, de nobles et des meilleurs officiers de l'armée. Derrière se trouvent 4 régiments de Suisse, le régiment des gardes, commandé par Louis de Balbe de Breton, chevalier de Crillon, ainsi que le régiment des gardes du roi de Navarre, commandé par Bertrand, marquis de Vignoles, dit la Hire. Un peu en avant, à l'extrémité de l'aile, est déployé un régiment de reîtres de 250 cavaliers flanqués de 2 régiments d'infanterie française. Le 14 mars 1590, après que les 2 belligérants eurent accompli leur devoir religieux puis repris l'ordre de bataille de la veille, le roi harangue ses troupes en disant « Mes compagnons, si vous courez aujourd'hui ma fortune, je cours aussi la vôtre. Je veux vaincre ou mourir avec vous. Dieu est pour nous. Voici ses ennemis et les nôtres. Voici votre roi. Gardez bien vos rangs, je vous prie. Si la chaleur du combat vous les fait quitter, pensez aussitôt au ralliement, c'est le gain de la bataille. Vous le ferez entre ces 3 arbres que vous voyez là, haut à la main droite. Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ne perdez point de vue mon panache. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. Cette harangue, relayée par Agrippa d'Aubigné, et plus tard par Voltaire, est passée à la postérité, résumée en « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Henri IV paraît de son casque avec une plume blanche, passe devant ses hommes et il a choisi quelques bons et loyaux serviteurs pour se tenir près de lui. Puis il leur a lancé « Mes amis, vous êtes tous français, je suis votre roi, et voilà l'ennemi !» Lorsque l'armée de la Ligue fut à portée de canon, le roi ordonne au grand maître de l'artillerie d'ouvrir le feu à midi. Il tire 9 volées avant que l'artillerie du duc de Mayenne eût répondu. Les canonniers qui le servaient étaient peu expérimentés et mal placés et firent peu d'effet contrairement aux canons royaux qui font subir des pertes importantes. De Rosne s'avance et commence à charger vers l'artillerie royale. Le maréchal d'Aumont s'aperçoit de ce mouvement et s'élance à son tour en le prenant sur le flanc et le met en désordre. Mais les 2 corps des reîtres, placés en arrière de la cavalerie que commande de Rost, l'ont suivi. Sont à leur tour chargés par les escadrons de Givry et du comte d'Auvergne. Débordés, ils refluent vers leur ligne et s'empêtrent dans les troupes placées au centre de l'armée de la Ligue, créant un désordre qui aura son influence, d'autant plus que l'infanterie du duc de Mayenne les arrête en leur opposant le fer de ses piques. C'est alors que pour enrayer le désordre occasionné par la fuite des reîtres, les lanciers vallons du comte d'Egmont s'élancent à leur tour sur les troupes royales. La manœuvre semble réussir et la cavalerie du comte d'Auvergne est enfoncée et en passe d'être totalement défaite. Mais le baron de Biron, fils du maréchal, et le duc de Montpensier viennent en renfort. Les vallons sont contraints de se replier auprès du duc de Mayenne. À cet instant, le corps d'élite du duc marche en avant, sans doute trop tard, et Henri IV s'élance contre lui, malgré une décharge des arquebusiers espagnols. Malgré la mort de Stromberg, aux côtés du roi, le désordre est à son comble parmi les ligueurs. Au lieu de protéger la retraite de l'infanterie, leur escadron fuit en avant. Les lansquenets ne tardent pas à être atteints et 1300 périssent.
Alors que l'infanterie suisse de la Ligue, qui n'avait jusque-là pas bougé, s'élance à son tour avec les reîtres, le roi fait avancer son artillerie et le maréchal de Biron, qui avait encore toutes ses forces intactes. Les Suisses de la Ligue commencent à subir le même sort que les Lansquenets avant de se rendre au maréchal de Biron. Dans un dernier élan, le duc de Mayenne, resté sur le champ de bataille avec les ducs d'Aumale et de Nemours, est entouré d'une cinquantaine de gentilshommes, tente de retenir ses troupes afin d'essayer de changer le combat, mais c'était sans compter l'acharnement de la cavalerie du prince de Conti, du duc de Montpensier, du comte de Saint-Paul, du maréchal d'Ongmont et du sieur de la Trémouille, qui les poursuivent. La retraite de la Ligue s'opère alors dans deux directions. Le duc de Nemours, Bassompierre, le comte de Tavannes, de Rosne et quelques autres passent l'heure et prennent la route de Chartres. Le duc de Mayenne, avec la plus grande partie de ce qui lui restait de troupes, se dirige sur le pont d'Ivry et le détruit. Beaucoup de fuyards, notamment des reîtres, perdent ainsi tout moyen de retraite. Une partie se noie en tentant de franchir la rivière, d'autres, réfugiés dans les bois, tombent sous les coups des paysans plus impitoyables que les soldats, tandis que d'autres se barricadent dans Ivry. Les barricades dressées n'arrêtent pas l'infanterie du maréchal Biron qui massacre 400 reîtres et beaucoup de cavaliers dans les rues du village. Aussitôt, Guy III de Laval-Montmorency, marquis de Nesle, suivi du maréchal de Biron, repart à son tour à la charge des chevaux léchés du comte d'Auvergne. Mais le marquis de Nesle est blessé dans cette attaque et décède peu après. Dans le même temps, Henri Pot de Rhodes, porteur de la cornette, l'enseigne royale, est gravement blessé à la tête avec son cheval, qui s'emballe et finit par tomber, laissant l'armée en désarroi et sans marque de ralliement. L'histoire dira que c'est à cet instant-là que le roi dit « Que les plumes blanches de mon casque vous servent de guide. Si vous les voyez reculer, je vous permets de fuir. » Le désordre était à son comble parmi les ligueurs qui perdent le combat. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 1er janvier 1590, au Brésil, Cristóvão de Barros repousse dans la Varza de Pontibeba une sortie du cacique et pénètre dans l'enceinte défendue par ce dernier. Les Indiens sont totalement défaits, 1600 meurent et 4000 sont faits prisonniers. Le 27 janvier, Luis de Velasco devient vice-roi de Nouvelle-Espagne. Le 4 mars 1590, Maurice de Nassau s'empare de Breda. Le 21 mars, le roi de Perse, Shah Abbas, doit signer une paix désastreuse avec les Ottomans pour se consacrer à la lutte contre les Ouzbeks. Occupation de la Géorgie, du Shivran, de l'Orestan, Tabriz avec une partie de l'Azerbaïdjan par l'Empire ottoman. Du 15 septembre au 27 décembre, c'est le début du pontificat d'Urbain VII. En décembre 1590, l'empereur Rodolphe II cesse toute pratique religieuse. Comme on l'a vu, la bataille d'Ivry se déroule dans les plaines de Saint-André, entre la ville de Nouancourt et la ville d'Ivry, ensuite renommée Ivry-la-Bataille en souvenir du combat. Malgré leur supériorité numérique, les ligueurs sont mis en déroute. L'arme de combat la plus utilisée lors de la bataille est l'arquebuse. C'est lors de ce combat qu'aurait prononcé Henri IV sa célèbre phrase sur son panache blanc, en référence aux grandes plumes blanches que le roi aurait fait poser sur son chapeau, pour être plus facilement repérable pendant la bataille. Il aurait dit la célèbre formule « Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez sur le chemin de la gloire ». Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.